Écoute, Luc, les agents de ICE, ils sont comme des policiers. J'imagine ils ont besoin de mandat pour rentrer chez les gens. Est-ce que c'est encore comme ça ou ils s'en foutent totalement du mandat? Écoute, c'est ce dont on est en train de discuter. La plupart des experts en matière de droit doutent de la légitimité, de la légalité de ce que font les agents de ICE actuellement. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a un mémo qui a été divulgué. Donc, à l'interne, ça fait longtemps déjà que ce mémo-là circulait entre les mains des agents du ICE et ça leur disait finalement, grosso modo, vous pouvez vous fier à des autorisations administratives pour entrer dans les maisons. Parce qu'on savait qu'une des choses qu'on dit souvent aux immigrants pour qu'ils échappent aux forces de l'ordre, c'est ne sortez pas. Ou si jamais ils sont présents, allez derrière les maisons. On n'a pas le droit d'entrer dans les maisons, à tout le moins sans mandat dûment émis par un juge. Et là, voilà qu'on teste le système une nouvelle fois. Puis on dit, ben, on n'a pas à aller devant un juge. Vous pouvez vous fier à l'autorisation administrative dont vous bénéficiez. En fait, ce dont il est question, pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est littéralement le 4e amendement à la Constitution. Quand on lit bien cet amendement-là, qui remonte, faut se rappeler d'ailleurs, c'est paradoxal un peu quand on se dit profondément américain. Le 4e amendement, là, il est né parce que les Anglais avaient fouillé illégalement les maisons des colons américains avant l'indépendance, puis les colons américains avaient remis dans le visage des Britanniques. Vous savez, la Common Law dit, dans sa maison, un propriétaire est aussi puissant qu'un roi dans son royaume. Donc, on n'entre pas chez les gens, sauf si on lit le 4e amendement, bien sûr, il y a des exceptions. Il faut le faire en bonne et due forme. Et là, la question, elle est sur beaucoup de lèvres. C'est que non seulement on n'utilisait pas ICE de la manière dont on le fait maintenant, on l'utilisait, ce service-là existe depuis les attaques du 11 septembre 2001. Donc, le service a été créé après, mais jamais on l'a utilisé de la manière dont on l'utilise présentement. C'est dans la présentation des agents, pas d'identification, le visage Eh masqué. On oui. a déjà dit tous les deux, on a vérifié, c'est légitime, c'est-à-dire que c'est légitime au plan légal. Ils n'enfreignent pas de loi quand ils font ça, mais c'est contraire aux pratiques, aux habitudes, donc c'est hautement inhabituel. Et ce qu'ils font pour entrer dans les maisons est hautement inhabituel. Donc, on a dit, c'est la méthode Trump. Et encore une fois, en utilisant la méthode Trump, on se trouve à être à la limite ou en rupture avec le droit. Donc, j'imagine que cette question-là va revenir, mais on parle de tout ça aujourd'hui parce qu'on a dévoilé au grand jour un mémo qui circulait depuis un certain temps déjà, mais on vient d'apprendre l'existence du mémo. Écoute, Trump a mal digéré la sortie de Mark Carney, puis là, il a dit au Canada, finalement, on ne veut pas vous avoir sur notre fameux conseil de paix. Hein? On vient d'économiser 1 milliard, parce que ça coûte 1 milliard pour siéger sur ce conseil-là. Mais est-ce qu'on voulait vraiment être sur le conseil de paix de Donald Trump, là? Si on suit 1 milliard, bien sûr, c'est pour être là sur une base permanente. OK. Mais être là sur une base permanente, et là, tu me relances en disant, est-ce qu'on veut être sur ce conseil-là? Faut savoir que non seulement Trump, ce conseil-là, il va le diriger pendant sa présidence, mais il va rester à la tête de ce conseil-là à vie. Là où ça commence à OK. être ben voilà, c'est que tu vas toujours être assujetti finalement à la direction ou à la coordination de Donald Trump si tu fais partie de ce conseil. On fait remarquer à plein de gens depuis le début que il n'y a pas de régime démocratique occidental qui ont accepté l'invitation jusqu'à Oui. maintenant de Donald Trump. Donc, est-ce que ce qu'on doit retenir du message, c'est que visiblement, on est entré sous la peau de Donald Trump. La pique de Mark Carney n'a pas échappé à la Maison-Blanche et n'a pas échappé à Donald Trump. En même temps, il y a une forme de respect entre Donald Trump et Mark Carney. Donc, on verra comment on va jouer de ça. C'est un équilibre qui est très, très fragile. Et l'autre chose, surveillez bien ce fameux conseil de paix. Parce que les membres qui en font partie et le milliard de dollars que pourraient verser certains, parce qu'à ma connaissance, ça n'a pas encore été fait, ça risque d'être récupéré par le projet que Jared Kushner, le gendre du président, est allé présenter à Davos. Donc, tu sais, cette fameuse Riviera là, qu'on voulait construire, Jared Kushner est littéralement allé présenter un plan, un projet immobilier à Davos pour Gaza. Donc, on ne parle plus de droit international, on ne parle plus de Palestiniens, on ne parle plus de
Sous l'autorité de qui on fait ça? On ne parle plus de l'ONU. Ça, quand on parle de revoir l'équilibre international ou l'équilibre mondial, l'ONU semble avoir pris le bord pour la plupart des participants, du moins à ce conseil. Donc, c'est à surveiller. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire ce que j'ai vu sur les réseaux, que finalement, le conseil de paix de Donald Trump, c'est un front, hein, ou c'est tout simplement quelque chose qui vient déguiser un projet immobilier qui est très gros derrière? Retenez qu'il faut suivre ce dossier-là parce qu'on risque d'avoir d'autres annonces ou d'autres surprises. Écoute, 1 milliard pour siéger de façon permanente, cet argent-là, qui nous dit qu'il n'y a pas une partie de l'argent qui va aller dans les poches de Trump directement? À partir des informations dont on dispose, ta question est parfaitement légitime et je ne peux pas te répondre hors de tout doute à ça. Donc, ta question, je répète, ça fait partie des discussions qu'on a au sein de la communauté internationale, mais en raison de ce fameux conseil. Et je répète, on est en rupture du droit international, puis on est en rupture aussi des institutions qu'on a créées depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est déjà une question qui devrait être majeure et dont on devrait parler. Et il y a ce qu'on veut faire avec le territoire, d'où vient l'argent et à qui va l'argent. En terminant, est-ce que les démocrates, on sait qu'ils se cherchent là, un chef qui va pouvoir battre Trump parce qu'ils l'ont trouvé dans la personne du gouverneur de Californie. Quand il était à Davos, là, il a dit c'est pathétique la façon dont Trump se comporte. Là. On est prêt à lui donner toutes sortes de médailles pour acheter la paix, etc. Gavin Newsom, est-ce que tu penses qu'il y aurait une chance? Moi, je pense qu'il est devant. Mais en même temps, là, ce que je remarque dans les dernières semaines, c'est pas, on peut pas en parler tous les jours, mais ça s'active beaucoup chez les démocrates. On a le gouverneur de l'Illinois, par exemple, J.B. Pritzker, qui est en déplacement en fin de semaine. Il commence à placer ses pions lui aussi. Hier, il y avait une déclaration de la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, qui, je pense, pourrait être une bonne candidate, qui, elle, dit, parce qu'elle est à la tête d'un swing state, négocier entre républicains et démocrates, aller chercher des indécis, des indépendants, c'est comme son pain et son beurre depuis qu'elle est là. C'est un État pivot. Donc, Mme Whitmer, hier, ce qui a fait beaucoup jaser aux États-Unis, c'est qu'elle a dit, je suis pas d'accord avec Michelle Obama. Pas, je n'aime pas Michelle Obama, mais Michelle Obama a dit en entrevue récemment, dans la tournée pour vendre son dernier bouquin, elle a dit « Je ne pense pas que les États-Unis soient prêts pour élire une femme. » Et Gretchen Whitmer a dit « Moi, je suis en désaccord là-dessus avec Michelle. Je ne vais pas la suivre jusqu'au bout. Je pense que les Américains sont prêts. » Et elle était sur les rangs quand Joe Biden a quitté. Puis ensuite, tout le monde a fini par se rallier ou on les a forcés à se rallier derrière Kamala Harris. Mais Gretchen Whitmer était sur les rangs. Et je ne serais pas étonné qu'elle revienne, donc en 2028. Puis je répète, Gavin Newsom a comme boulet jusqu'à maintenant le fait de venir de la Californie. Un peu comme Kamala Harris. On est dans un État plus progressiste. Mais en même temps, il a effectué un 180 degrés sur plusieurs sujets pour se rendre plus présentable dans l'ensemble des États-Unis. Et c'est clair que sa présence à Davos, c'est je peux être un chef d'État, j'ai cette stature-là, je vais parler haut et fort, je vais conscientiser. Donc, il s'est présenté un peu comme le grand chevalier blanc démocrate contre les républicains, mais retenez qu'il y en a d'autres. Donc, je dirais, longueur d'avance pour Gavin Newsom, mais ça travaille fort en coulisses. Il y en a d'autres et je n'exclurai pas celui que nous aimions bien tous les deux, Pete Buttigieg. Ah oui! Lui aussi est omniprésent sur... Ouais, il est omniprésent sur les réseaux sociaux et je pense que si jamais les démocrates devaient l'emporter, il sera peut-être pas président, mais comptez-le comme un joueur majeur dans une prochaine... Si on se pose la question, est-ce que les Américains sont prêts à voter pour une femme? Est-ce que les Américains sont prêts à voter pour un gars qui est ouvertement homosexuel? Ça, c'est une autre question à 100 000 $. Marié et père de famille. Ça, pour plein de gens, ça vient ébranler des convictions. Donc, au pays où on a les modèles plus traditionnels qui reviennent, assurément, Buttigieg est en rupture très nette avec ses modèles dits traditionnels. Ancien militaire, quand même. Ça pèse pour lui. Merci beaucoup, Luc. La liberté, merci. Bon week-end.